Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous concerne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, on vous parle d'une Europe fédérale. Alors, c'est Draghi, Mario Draghi, qui a mis les pieds dans le plat en disant actuellement, on n'arrive pas à résoudre certains problèmes à l'échelle européenne parce qu'on manque de pouvoir. On manque de puissance, on manque de cohésion. Chose qui ne serait pas arrivée, par exemple, si on était une Europe fédérale. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne comprendraient pas ce que ça veut dire, une Europe fédérale, ça implique obligatoirement qu'un certain nombre de souverainetés des pays membres sont transférées entre les mains de la Commission européenne ou de l'exécutif européen, puisque, vous le savez, dans mes vidéos, je vous tanne sur le fait qu'il y a actuellement en cours une révision des traités européens pour transformer la Commission et le Parlement en pouvoir exécutif et en pouvoir législatif. Or, pour cela, il faut l'unanimité des États. Or, actuellement, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, entre autres, n'ont pas ratifié ce projet de révision des traités. Et puis, cela implique, que tous les pays membres, comme je vous l'ai dit, transfèrent un certain nombre de souverainetés entre les mains de l'Union européenne. Souveraineté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que vous devenez non plus indépendant, mais vous devenez dépendant des décisions de l'Union européenne. Alors, il y a certains domaines, certains sujets internes qui restent de la souveraineté de l'État, mais sur certaines questions, l'État répondra des décisions de l'Union européenne. Économique, militaire, et dans d'autres domaines, par extension, ça peut être des normalisations sur le plan économique, sur le plan structurel, et forcément, il y en a qui gagneront et puis il y en a d'autres qui perdront. Si vous voulez, moi, on m'a posé la question, il me dit, moi je vis dans un pays fédéral, 50 États, c'est-à-dire quasiment presque 2 fois plus que ce que vous êtes en Europe. La différence, c'est que ces 50 États fonctionnent depuis leur adhésion, donc ce qui a été progressif depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe, puisque je rappelle que le dernier État qui a rejoint l'Union, c'est Hawaï. Mais vous avez des États qui ont été soit, parfois conquis, mais c'était des républiques qui s'étaient autoproclamées indépendantes, mais qui, pour des raisons, alors souvent liées à l'appartenance qu'elles avaient avec le Mexique, là je parle par exemple des États du Sud-Ouest. Je prends l'exemple du Texas ou de la Californie, qui se sont autoproclamés États indépendants, mais ne pouvant pas lutter contre éventuellement une guerre de repossession, de reconquête du Mexique, ont décidé d'intégrer les États-Unis d'Amérique. Mais c'était des États qui avaient leur propre culture. C'était des États hispaniques, par exemple. D'où la raison pour laquelle, quand vous allez dans le Texas, Nouveau-Mexique, Californie, on le sent bien, il y a bien une influence culturelle, architecturale, hispanique. Et avec le temps, les États-Unis ont commencé à imposer un petit peu leurs règles. Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, 50 États, c'est le bordel. C'est le bordel parce que finalement, chaque État a une culture plutôt prédominante,
qui fait que cette culture prédominante définit ou détermine souvent les dirigeants, ce qui fait que vous avez des États qui sont plutôt des États progressistes ou des États qui sont plutôt conservateurs, et qu'évidemment sur certains sujets, selon le degré de modération ou d'extrême de ces États, et bien des fois vous avez des lois complètement différentes d'un État à un autre. Vous avez des États qui reconnaissent le mariage homosexuel, d'autres non. Vous avez des États qui protègent le droit à l'avortement, d'autres non. Donc si vous voulez, Et je rappelle qu'il est stipulé dans l'Union, ce qu'on appelle The Bill ici, qu'aucun État n'a le droit de sortir de l'Union. Si un seul État décide de sortir de l'Union, dans ce cas-là, on considère que c'est un État sécessionniste. Et dans ce cas-là, l'État fédéral peut très bien décider d'essayer de reconquérir cet État. Pour des raisons X. Ce qui a, d'une certaine manière, été la cause de la guerre de sécession, qu'on appelle ici de Civil War. C'est qu'à un moment donné, des États se sont vus imposer de nouvelles règles, de nouvelles normes, de nouveaux traités par Washington aux États du Sud. Les États du Sud ont dit non, non. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas trop, en réalité, la guerre de sécession aux États-Unis, elle est née de quoi? Elle est née de la volonté de l'État fédéral de vouloir réaligner les États du Sud sur les modèles économiques des États du Nord. En l'occurrence, les États du Nord étant des États qui ont aboli l'esclavage, voulaient imposer l'abolition de l'esclavage aux États du Sud, qui, eux, les États du Sud, continuaient à pratiquer l'esclavage, et que par conséquent, l'esclavage permettait d'avoir des coûts moindres en productivité que les États du Nord. D'où le déséquilibre, puisque les États du Nord, les entreprises, les acteurs économiques du Nord n'arrivaient pas à être concurrentiels par rapport aux acteurs économiques du Sud. Et oui, la guerre de sécession, elle n'est pas née du fait de vouloir abolir l'esclavage. Elle voulait abolir l'esclavage parce que c'était pour une raison économique. Donc évidemment, les États du Sud, ils disent non, nous, notre modèle économique, il nous convient très bien, pourquoi est-ce qu'on devrait... Et du coup, on a fait sécession. Voilà. Alors, en revanche, l'avantage, c'est que aux États-Unis, vous pouvez aller d'un État à un autre, d'une manière générale, les mœurs sont les mêmes, les règles sont les mêmes, et puis surtout, ils parlent tous anglais. Même si certains États font parfois un petit peu ressortir certaines racines, certaines origines de la population blanche d'une manière générale, ou voire même certains États où vous avez la préservation des cultures hispaniques ou des cultures natives, c'est-à-dire les Amérindiens. Mais en Europe, vous avez quand même 27 pays qui sont des pays différents, avec des langues différentes. Je rappelle quand même qu'entre les latins, les saxons, les anglo-saxons, les nordiques, il y a quand même des bases culturelles différentes, voire même, si vous rajoutez les cultures slaves. Donc si vous voulez, d'un pays à un autre, d'ailleurs, il suffit de voyager en Europe, vous le voyez. Des fois, vous avez une sorte de dépaysement parce que quand vous allez en France, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Norvège, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en Grèce, il faut être quand même un peu idiot pour ne pas voir qu'il y a une spécificité culturelle. Donc le fait de construire une Europe fédérale,
Ben non, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que l'Europe fédérale, ça veut dire que du jour au lendemain, vous donnez des outils à des gens pour normaliser l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors on te dit, mais non, mais vous aurez toujours vos cultures, etc. Non, sur le plan économique, la normalisation. Sauf que les intérêts économiques ne sont pas les mêmes entre la Grèce et la France, ne sont pas les mêmes entre l'Allemagne et la Hollande, parce qu'il y a des impératifs culturels, géologiques, énergétiques. Je veux dire, l'Allemagne, si elle se réindustrialise de façon massive, il va falloir qu'elle trouve une solution pour trouver de l'énergie. Elle ne va pas se contenter de l'énergie éolienne, photovoltaïque, hydraulique. Même charbon. Je veux dire, la situation avec l'Ukraine a bien quand même révélé qu'en Europe, il fallait qu'on trouve quand même des partenaires qui permettent de nous fournir de l'énergie qui soit pas chère. Même, j'ai envie de dire, regardez ce qui se passe déjà avec la France. La France a un parc nucléaire qui lui permet d'être totalement autonome sur le plan énergétique, voire même permettre aux Français d'avoir une facture. Enfin, de facturer aux Français une énergie très bas coût. Eh ben non. L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imposé à la France le libre marché. Chose que les Espagnols, par exemple, ont refusé. Les Espagnols ne sont pas dans le libre marché énergétique européen. D'où la raison pour laquelle, ça se trouve, le coup qu'ils ont eu, où ils ont perdu ils ont eu un gros blackout il y a quelques mois, sans doute pour les punir. Pour les punir de ne pas rentrer dans le rang. Parce que oui, déjà l'Union européenne, c'est un système technocratique et bureaucratique qui, si on est dissident, si on refuse, si on ne se soumet pas, on est puni. Souvenez-vous les GOPE, les grandes orientations politiques économiques européennes. On ne dicte pas, on n'oblige pas, on recommande. Mais recommande, sous-entendu, faut le faire. Donc quand ça fait depuis 20 ans que l'Union européenne réclame à la France de libéraliser certains marchés publics, vous comprenez qu'un mec comme Macron, détruire la santé, détruire la sécurité, détruire l'éducation, détruire l'agriculture, puis c'est pareil. L'Union européenne, c'est quoi? C'est un système qui alimente en subvention. Aujourd'hui, vous avez la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, qui sont des pays qui ne sont pas contributeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore un niveau économique suffisant pour contribuer au budget global de l'Union européenne. Ce qui fait que la grande peur, évidemment, des européistes, c'est de voir soit la France ou l'Allemagne dire « ciao, au revoir ». Parce que c'est les deux plus gros contributeurs. Donc ça veut dire que si un des deux s'en va, l'Union européenne, c'est terminé. C'est pour ça qu'en France, vous avez aujourd'hui un verrou qui n'autorise à personne de remettre en question la présence de la France au sein de l'Union européenne. Dès que vous parlez de Frexit, vous êtes taqué, vous êtes taclé, vous êtes éliminé, vous êtes invisibilisé. Mais force est de constater qu'il y a urgence. Donc c'est pour cette raison que là, vous voyez certains médias qui commencent à essayer de tâter le terrain en faisant des sondages, en vous expliquant le grand centre d'intérêt d'avoir une Europe fédérale. On sera plus puissant, on sera plus solidaire, on sera beaucoup plus crédible vis-à-vis des États-Unis. Sauf que non, en fait. Puisqu'en réalité, ça veut dire que on fera en sorte de vous supprimer votre souveraineté. Et à partir du moment où vous supprimez votre souveraineté, alors attention, ça sera toujours présenté de telle manière à ce qu'on... Non, votre souveraineté nationale, vous la gardez. Hors de question, mais
on mettra au-dessus de la souveraineté nationale une autre souveraineté qui sera la souveraineté européenne. Donc finalement, c'est comme si on vous mettait votre souveraineté sous tutelle. Tu as la liberté d'expression, tu as la liberté de penser, tu as la liberté d'opinion, tu as la liberté de te déplacer, sous condition. Sous condition que l'Union européenne ne décide pas de te couper les vivres avec l'euro numérique, sous la condition que l'Union européenne ne décide pas de faire en sorte que par le biais de la justice de ton pays, on t'interdise d'avoir le bénéfice de la libre circulation dans l'espace Schengen. Oui, tout est possible. On donnera les clés, en fait, des peuples européens à une entité bureaucratique et technocratique, idéologique, qui t'imposera demain de penser ceci, de penser cela, d'être comme ci, d'être comme ça. Et surtout, même déjà aujourd'hui c'est le cas, que l'Union européenne devienne une religion. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de la remettre en question, tu n'as pas le droit de la critiquer, tu n'as pas le droit d'anticiper quelque action que ce soit contre elle. Entité unique. Alors certains diront, mais oui, mais non, mais en fait, regardez, l'Union européenne, c'est quelque chose de démocratique, puisqu'il y a des élections pour le Parlement européen, etc. Ouais, alors donnez-moi le nom de votre député européen. Vous le connaissez? Oui, on connaît quelques noms, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Non. Et souvent, ceux qui s'opposent un petit peu, ceux qui, par exemple, essayent désespérément de crever l'abcès du scandale Pfizer avec van der Leyen, sont confrontés, en fait, aux 2/3 des députés européens qui, eux, veulent enterrer l'affaire. Pourquoi? Parce que ça serait remettre en question la crédibilité même de l'Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Union européenne deviendrait alors un sujet au lobby. Et le Covid a été un très bel exemple, puisque vous avez van der Leyen qui a signé un accord avec Pfizer pour des millions et des millions de doses qu'on vous a imposé. La France, on lui a dit, tiens, toi, tu as 120 millions de doses. Ah oui, mais moi je préférais... Non, c'est du Pfizer. Ouais, mais moi je préférais Moderna, il me semblait... Non, c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui avons le pouvoir, donc c'est du Pfizer, ce ne sera pas du Moderna. Donc vous imaginez demain vous donner un pouvoir fédéral à l'Union européenne, le lobbying, qu'il soit intra-européen ou extra-européen, et alors, les Américains par exemple, pourraient très bien faire en sorte que tous les pays européens achètent que des avions américains par exemple. C'est-à-dire que toute l'industrie aéronautique militaire européenne, à la poubelle. Ça fonctionne comme ça. Le mondialisme n'est pas mort. Il est aujourd'hui un petit peu à l'arrêt parce que, à force de se gaver, il est arrivé au maximum du pic de ce qu'il peut. Donc, il faut qu'il fasse tomber les barrières. Il faut qu'il fasse tomber les frontières. Il faut qu'il modifie, change, détruise des normes, des règles, des lois de protectionnisme dont chaque pays européen a besoin pour protéger ses intérêts. Et la preuve en France, l'agriculture. La France a une capacité de production en agriculture qui lui suffit amplement, voire même se permettre de l'exportation. Alors pourquoi est-ce qu'on veut détruire le modèle économique agricole français? Parce qu'on veut ouvrir un marché commun, mais un marché commun au bénéfice des Espagnols, au bénéfice des Allemands, au bénéfice... Donc, il faut savoir que le mondialisme et l'ultralibéralisme, c'est faire en sorte qu'un pays qui a une autonomie
dans certains secteurs parce qu'il a les outils, il a les modèles de production, les modèles économiques qui fonctionnent, qui sont productifs, etc. Non, il faut les détruire. Il faut les détruire parce qu'il faut permettre aux autres de se développer. C'est le principe de l'empirisme. Hein. Regardez en informatique aujourd'hui. Vous achetez un outil informatique. Est-ce que vous avez vraiment le choix? Non. Vous achetez soit du PC Microsoft, vous achetez un téléphone, c'est soit Android ou un Mac, pas Macintosh, mais Apple, donc c'est de l'OS. Oui, alors il y a Linux qui subsiste, mais il existe peut-être encore d'autres systèmes d'exploitation, mais d'une manière globale, pour le plus gros du marché, c'est soit de l'OS ou du Windows. Android pour les téléphones, pour les smartphones. Moi qui viens de l'informatique, je vous dis, de toute façon, tous les informaticiens vous diront Windows c'est de la merde. Et l'OS, en règle générale, c'est très cloisonné, que les possibilités, enfin ça a des très bonnes capacités, mais les possibilités sont relativement limitées. Parce que Apple, c'est son business. On est d'accord. Là, on vient d'apprendre qu'ils vont sortir une multitude de produits, dont le iPhone 17 le 9 septembre. Ouais, mais le problème de Apple, c'est que bientôt, il va falloir faire un crédit sur 30 ans pour acheter un téléphone. Enfin, non, quoi. Puis même, de toute façon, une Europe fédéralisée, ça veut dire qu'à un moment donné, de toute façon, il va y avoir un conflit d'intérêts entre certains pays, et plus particulièrement entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne n'acceptera jamais de donner une sorte d'équité de pouvoir avec la France. Les Allemands, ils veulent le pouvoir absolu. Et la preuve en est, c'est que ça fait quand même depuis plusieurs dizaines d'années que le leadership européen, il est allemand, il n'est pas français. Qui a réussi à imposer sa loi écologique, énergétique à la France? C'est bien les Allemands. Qui voudrait nous débarrasser de tout notre parc nucléaire? C'est des Allemands. Qui voudrait nous faire revenir au Moyen-Âge? C'est les Allemands. Pourquoi? Pas parce que les Allemands, on les a battus 2 fois. Oui, je sais, ça peut paraître caricatural, mais en fait non. C'est une réalité. Même si aujourd'hui on est en bonne entente avec les Allemands, à la première occasion, à la première faiblesse de la France, les Allemands, ne vous inquiétez pas. Ils vont vous foutre la tête sous l'eau. Et Macron a pour mission de détruire le pays de telle manière à ce que le pays devienne sous tutelle. Ainsi, la France ne se révoltera pas, ne se rebellera pas contre le système, et la France sera vendue à l'Union européenne. Finger in the nose. Et c'est pas une manif organisée le 10 septembre qui va changer les choses. Donc faites très attention, parce que là on sent bien que depuis quelques semaines, ils ont une envie pressante d'accélérer le mouvement et de réduire à l'état de néant toute idée, tout discours, tout débat réfractaire à un fédéralisme européen, parce qu'ils savent très bien que les Français, si les Français en grande majorité comprennent que c'est pour eux la fin de leurs libertés individuelles, la fin de la liberté de leur souveraineté en tant que pays souverain, libre et indépendant. Parce que, soyons clairs, la stratégie nucléaire française, là aussi, ça les démange de mettre en pot commun cette stratégie nucléaire française financée avec l'argent du contribuable. Est-ce que je pense que les Français seront d'accord de voir leur stratégie nucléaire qui protège leur pays, qui rend même leur pays indispensable et respecté à l'échelle internationale,
de le mettre au profit des Allemands, des Polonais, des Hollandais, des Hongrois, des Bulgares, surtout les Polonais. Imaginez les Polonais, demain, c'est bon, on a les armes nucléaires de la France, donc maintenant la Russie, on les cartonne. Vous avez signé les traités. Donc vous êtes obligé de respecter les traités. Donc non. C'est hors de question. C'est d'autant plus délicat que actuellement, je pense que la situation, que certains pays commencent à se poser les bonnes questions. Là, je parle au niveau des peuples. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Bon, la Grèce, c'est un peu particulier parce qu'ils l'ont cherché. Même si Mario Draghi, je rappelle, celui qui est prévu pour prendre la tête de la présidence du pouvoir exécutif européen une fois que l'Europe aura été réformée, c'est le même qui a poussé le dossier de la Grèce dans l'entrée de l'Union européenne, alors que la Grèce ne correspondait pas à certains critères, surtout au niveau critères fiscal et économique. Certaines lois, certaines normes, certains principes, certaines règles n'étaient pas respectées. Mais on l'a fait rentrer quand même. C'est des jeux de dupes. Mais encore une fois, on essaie de construire dans les pays européens, on a construit des jeunes générations qui aujourd'hui arrivent à trentenaires, quarantenaires, qui sont déjà lavés du cerveau, qui sont déjà conditionnés à ça, et qui ne se posent pas les bonnes questions, qui ne se rendent pas compte que, surbrestissement, on est en train tout simplement de les rendre esclaves d'un système. Alors tant qu'ils ont leur liberté, j'ai envie de dire, à la limite, c'est un peu comme les Chinois. Les Chinois, ils ont toutes les libertés, Ils ont la liberté de travailler, de gagner de l'argent, de consommer, d'acheter, de se divertir, de voyager dans la Chine. On dira, la Chine était suffisamment grande pour y voyager à condition, ça c'est le contrat social, tu ne fais aucune critique contre le gouvernement et surtout tu ne fais pas de politique. Si tu fais pas ça, c'est cool la vie. Et admettez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens en France qui sont un peu dans cet état d'esprit. Je ne fais pas de politique parce que je veux pas prendre de risques, parce que j'ai pas de culture, parce que je suis pas enseigné, je suis pas sensibilisé. Et puis même si on me demande mon avis, je vais sortir comme un perroquet, ce que j'ai lu, entendu par des médias mainstream, que le mec qui veut le Frexit, c'est un mec d'extrême droite, donc faut pas l'écouter. Bon voilà, bingo. N'hésitez pas à donner votre opinion, votre sentiment sur cette question. Est-ce que oui ou non, vous voulez vivre dans un pays qui dépendra d'une entité sur laquelle, à la limite, vous n'aurez aucune souveraineté? Parce que oui, à part faire des élections de parlement, le reste, la présidence de l'exécutif ne sera pas élue par les peuples européens. Il sera élu par les députés européens, dont les 2/3 sont en collusion pour la même idéologie, le même programme, c'est-à-dire la soumission des peuples européens. Point. Final. Donc, n'hésitez pas à me donner votre opinion, votre avis sur la question. Est-ce que vous voulez une Europe plus forte ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça va être la fin de certaines de vos libertés, que ça va être la destruction de certains pays sur le plan de leurs modèles économiques, de leur particularisme, de leur exception culturelle? Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et d'ici là, gros bisous.